tous, voici Futur, le rendez-vous de l'innovation. Les innovations d'aujourd'hui qui vont changer le monde de demain. Retrouvez Futur sur tous vos écrans à une seule adresse, arte.tv/futurmag. Nous partirons en voyage jusqu'au bout du monde pour sauver les coraux. Les récifs coralliens sont en danger et avec eux la biodiversité sous-marine. Les scientifiques travaillent à des solutions innovantes pour sauver les coraux et leurs jolis petits habitants. C'est sous la mer que nous vous emmenons à présent pour découvrir les récifs coralliens qui sont aujourd'hui menacés. Certaines estimations prévoient même que 90% des coraux pourraient disparaître d'ici 2050 si on ne fait rien. En cause, notamment, l'élévation de la température des océans, l'acidification de l'eau due aux émissions de dioxyde de carbone et la pollution causée par les activités humaines. Toutes les solutions innovantes pour soigner, élever et préserver les coraux, ces précieuses forêts sous-marines sont donc les bienvenues. Qu'il s'agisse de la sélection des espèces les plus résistantes ou, dans un premier temps, de solutions innovantes mises au point pour préserver au maximum la diversité des 1200 espèces actuelles de coraux en les soignant ou en les aidant à se reproduire. Maeva, bienvenue, willkommen à Bora Bora, en Polynésie française, célèbre pour son lagon et sa barrière corallienne. Tu ralentiras quand on passera sur les coraux. À première vue, le paysage est idyllique. Mais sous l'eau, c'est une toute autre histoire. Comme nous l'explique Denis Schneider, biologiste marin qui travaille dans le lagon depuis 15 ans. Ça, c'est une zone particulièrement dégradée. On le voit à la couleur. Un corail qui est mort depuis un certain nombre de semaines, de mois, c'est un corail gris. Si une algue pousse sur un bloc corallien, c'est que le bloc corallien est mort. Une algue ne pousse jamais sur un corail vivant. Donc il y a des règles comme ça élémentaires. En connaissant le site, pour l'avoir visité un certain nombre de fois, je dirais que 50% sont encore vivants et 50% sont couverts d'algues ou totalement morts. Ça fait quand même beaucoup, hein. Bora Bora étant une île touristique densément peuplée, c'est surtout l'activité humaine qui est à l'origine de ce dépérissement. Les eaux pleines de détergents des 9000 habitants de l'île impactent directement la barrière corallienne. C'est d'autant plus dommageable que ces récifs procurent nourriture et refuge à des milliers d'espèces sous-marines et servent de brise-lames naturelles en cas de tempête. Mais le corail, c'est quoi exactement ? Pour le savoir, retour à Paris, à l'aquarium de la Porte Dorée, avec Serge Plane, biologiste et chercheur au CNRS. C'est pas du tout ni une plante, ni une fleur, ni un caillou. Le corail, c'est quelque chose de vivant, c'est un animal. Une branche de corail est constituée, et on le voit lorsque l'on voit ça en microscopie, de plein de petits individus. Et si l'on regarde de plus près à quoi ressemble cet individu qu'on appelle un polype, on découvre une sorte de petite méduse renversée avec 8 tentacules entourés d'une carapace en calcaire. Et un polype ne reste jamais seul. On parle toujours de colonie corallienne parce que quelque part, on a un individu qui à la base est donc ce polype, cette espèce de méduse retournée, et donc ce polype va se dupliquer, c'est-à-dire que chaque individu va être exactement la copie conforme du premier, et c'est ce qui va faire ce qu'on appelle une colonie corallienne, où à l'intérieur vous avez des copies, et plusieurs dizaines de milliers de copies parfois, sur des très grosses colonies. Comme tout organisme vivant, ces colonies peuvent tomber malades et même mourir. Ne reste alors que la coquille en calcaire, le squelette de l'animal en quelque sorte. On dit alors que le corail blanchit. Pour éviter d'en arriver à une telle extrémité, il existe heureusement des solutions. Et pour découvrir une technique pour le moins étonnante de sauvetage, retour à Bora Bora, où Denis Schneider collecte les coraux abîmés en pleine mer afin de les soigner. Si on ne fait rien pour eux, ils vont disparaître. Avec 50% de coraux malades, Denis Schneider n'a pas grande difficulté à trouver les patients qu'il doit guérir. Super! Alors là, ça c'est un bel échantillonnage. Nous avons les coraux massifs, des coraux foliacés, qui ressemblent à des feuilles de chou. Ensuite, nous avons les coraux branchus. Parmi toutes ces espèces, certaines sont particulièrement fragiles.
C'est le cas justement des coraux branchus. Quand on regarde cet acropora, donc qui est un corail branchu, on a une partie vivante qui est marron caramel. Ensuite, on a une partie assez dégueulasse, là, assez pourrie, qui est couverte d'algues. On voit mieux les algues dans l'eau. Ces coraux mal en point ont besoin de reconstruire leur carapace en calcaire et pour ça, il leur faut un environnement riche en calcium. Ce calcium, c'est ici qu'ils vont le trouver, au contact de ces étonnantes structures immergées entre les paillotes de cet hôtel de luxe. Il s'agit d'acier, de barres d'acier, de treillis soudés, enfin en tout cas toujours de l'acier souple. Et ensuite, on connecte cet acier à l'énergie électrique. Si ces grilles d'acier font un peu penser à une épave, elles se révèlent être un outil très ingénieux pour soigner les coraux. Comment ça marche? L'idée, c'est de faire passer un très faible courant électrique dans la grille en acier sur laquelle on fixe les coraux malades. Ce faible courant attire vers lui, et donc sur les coraux, tout un ensemble d'éléments chimiques chargés que l'on appelle des ions. Ils sont présents naturellement en très grande quantité dans l'eau de mer. Parmi ces ions, il y a les ions calcium, un élément que l'on retrouve majoritairement dans le calcaire et qui est essentiel au bon développement des coraux. Résultat, en contact avec cet élément chimique, les coraux endommagés reconstruisent plus facilement leur carapace en calcaire et cicatrisent mieux. Et une fois fixé sur la barre, le corail devrait non seulement mieux cicatriser, mais aussi grandir environ 5 fois plus vite que dans le lagon. Et ce, quelle que soit la température et le degré d'acidification de l'eau. Aujourd'hui, on peut partir du principe que tous les coraux sur lesquels on pratique une opération de sauvetage, on les sauve tous, quasiment tous, quasiment à 100%. Donc on a un outil très efficace pour nous aider justement à venir en aide à toutes ces colonies. Efficace, puisque ces coraux guérissent. Mais cette méthode électrisante n'est qu'une solution d'urgence. Heureusement, d'autres pistes se dessinent à plus long terme. En effet, une étude publiée par l'université de Stanford en 2014 démontre que certains coraux seraient capables de s'habituer rapidement à des eaux plus chaudes que celles dans lesquelles ils baignent ordinairement. Les récifs coralliens de demain ne seraient donc pas exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui, car certains coraux vont s'adapter progressivement. Parmi les éléments clés pour la préservation du récif corallien, ce qui est certain, c'est que la préservation de la diversité des espèces, de tout ce qu'on appelle la biodiversité, quelque part, de ces espèces-là, va être quelque chose d'essentiel parce qu'on connaît les espèces qui sont dominantes actuelles, on ne sait pas quelles seront les espèces qui seront dominantes dans une centaine d'années. L'avenir passe donc par la sauvegarde de la biodiversité des coraux. Partons maintenant en Bretagne, à l'aquarium de Brest. C'est justement sur ce sujet que travaille Dominique Barthélémy, spécialiste des coraux et responsable aquariologique d'Océanopolis. Avec son équipe, il veille sur des bébés un peu spéciaux, des larves de coraux. Et avec cette nurserie, il espère à terme réussir à sélectionner des individus ayant un patrimoine génétique leur permettant de résister à la dégradation des océans. Alors, il s'agit des premières tentatives d'élevage sur ces espèces de coraux. Je pense que personne n'avait été aussi loin en fait, dans l'élevage de ces jeunes polypes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très innovant. La technique de Dominique Barthélémy est très différente de la technique du bouturage utilisée jusqu'à présent, mais qui a ses limites, car dans la technique du bouturage, les coraux se reproduisent à l'identique. Pour faire une bonne bouture, eh bien c'est comme une plante. Il suffit de casser une partie d'une colonie de corail et de fixer ce fragment sur un support. La nouvelle petite colonie va se développer normalement, mais elle aura les mêmes caractéristiques génétiques que la colonie mère. Conséquence, les nouveaux coraux n'augmentent pas leurs chances de pouvoir résister à la dégradation des océans. Cette technique de reproduction à l'identique, qui s'apparente à du clonage, est très différente de la reproduction sexuée. Les bébés coraux sont alors issus de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule.
Les larves qui en résultent sont donc de nouveaux individus au patrimoine génétique unique, différent de celui de leur géniteur. Or, c'est cette deuxième technique qu'utilise Dominique Barthélémy. Son élevage est donc révolutionnaire car les larves, qui sont ces petites taches brunes fixées sur la pierre, ont chacune un patrimoine génétique différent de celui de leurs voisines. La raison ? Elles sont issues de l'union de spermatozoïdes et d'ovules de coraux, comme dans la nature. Avec la reproduction sexuée, on va produire des milliers de larves et chacune a un patrimoine génétique un petit peu différent de sa voisine. Donc ça va vers le sens d'une plus grande biodiversité. On a également plus de chances de voir apparaître des génotypes qui sont plus résistants à certains paramètres contraignants comme la température de l'eau par exemple. Mais pour collecter le sperme et les ovules de coraux, il ne suffit pas de se promener sur la plage. En septembre 2014, Dominique Barthélémy et son équipe se sont envolés vers la Guadeloupe, où les récifs coralliens sont en danger. Leur objectif ? Recueillir ces fameuses cellules reproductrices. Toute la difficulté réside dans le fait que les colonies ne pondent qu'1 à 2 fois par an. Il a donc fallu des années de travail pour calculer le moment précis de la ponte, déterminé notamment par le cycle de la Lune et la température de l'eau. On se retrouve à une dizaine de plongeurs au moment où le corail va pondre. Et puis on attend cet instant qui est un petit peu magique, qui est vraiment fascinant, qui est la ponte du corail. C'est un petit peu comme la neige à l'envers. En fait, toutes les cellules reproductrices vont sortir des polypes. Et nous, avec des filets, une sorte de petits filets à papillons, on va essayer d'en récupérer le plus possible pour pouvoir faire nos élevages ensuite. En Guadeloupe, les larves auraient eu du mal à se développer dans leur milieu naturel à cause de la pollution et des algues. À Brest, en revanche, même si le climat est plus frais, ces 2000 bébés âgés de 3 mois se portent à merveille. Car Dominique Barthélémy ne néglige aucun paramètre pour assurer leur bien-être. Température et niveau d'acidité de l'eau, éclairage, nourriture. Il a fallu plus de 5 ans pour mettre en place une méthode d'élevage efficace. C'est bien là, c'est vraiment encourageant et on est sur une taille d'environ 3 mm, ce qui est pas mal puisque au début septembre, on était à 300 microns, c'est-à-dire que c'était 10 fois plus petit. Dans un an, chacune de ces larves au patrimoine génétique inédit sera à l'origine d'une nouvelle colonie corallienne et rejoindra la trentaine de colonies de coraux déjà obtenues. Car l'objectif à terme, c'est évidemment de réimplanter ces petites colonies au patrimoine génétique tous différents et potentiellement plus résistants en pleine mer, idéalement dans des aires marines protégées pour maximiser leurs chances de survie. Pour l'instant, on est à une échelle qui est vraiment pilote, puisqu'on parle de dizaines ou de centaines de colonies. Si le protocole est bien au point, on peut très rapidement envisager un élevage quasi intensif et donc produire de très très grandes quantités de jeunes colonies. Donc effectivement, c'est une technique qui me paraît très prometteuse et je pense qu'il y aura vraiment un avenir à tout ça. Le corail abrite un quart des espèces marines connues. Poissons, mollusques, oursins, coquillages et crustacés y trouvent abri et nourriture. Il est donc essentiel de le sauver pour lui-même, mais aussi pour toutes les espèces qui dépendent de ces récifs. Espérons donc que les scientifiques vont gagner cette course contre la montre. Et comme le temps presse, certains tentent de trouver d'autres solutions d'urgence. Sur arte.tv/futurmag, rencontrez Enrico Dini, ingénieur italien qui a eu une idée folle. Fabriquer grâce à une imprimante 3D des structures imitant la géométrie du corail pour les installer sous l'eau afin que la vie sous-marine y trouve refuge. Tchuss les mollusques!